Je vous répète, messieurs, que votre enquête est inutile. Vous pouvez me garder ici à tout jamais si vous voulez, m'enfermer ou m'exécuter si vous avez besoin d'une victime propitiatoire pour cette illusion que vous appelez justice, mais je ne peux rien ajouter à ce que j'ai déjà dit. Tout ce que j'arrive à me rappeler, je l'ai raconté avec la plus parfaite sincérité, sans rien déformer ni cacher. Et si certains éléments restent vagues, cela n'est dû qu'au sombre nuage qui a recouvert mon esprit. À ce nuage et à la nature nébuleuse des horreurs qui l'ont fait tomber sur moi. Une fois encore, je vous répète que j'ignore ce qu'est devenu Harley Warren, même si je pense, pour ne pas dire j'espère, qu'il se trouve dans un oubli paisible, s'il existe quelque part une telle bénédiction. Il est vrai que j'ai été pendant 5 ans son ami le plus proche et qu'il m'est arrivé de participer à ces terribles recherches dans le domaine de l'inconnu. Je ne nierai pas, même si mes souvenirs sont incertains et confus, que votre témoin ait pu, comme il le dit, nous voir tous les deux sur la route de Gainesville, marcher vers les marais du Grand Cyprès à 23h30 lors de cette affreuse nuit. Je peux même vous affirmer que nous portions des torches électriques, des bêches et un curieux rouleau de fil auquel étaient attachés toutes sortes d'instruments, car ces choses ont toutes joué un rôle dans l'unique et horrible scène qui reste gravée au fer rouge dans ma mémoire ébranlée. Mais en ce qui concerne ce qui s'est passé ensuite, et la raison pour laquelle on m'a retrouvé le matin suivant, seul et plongé en plein trouble à l'orée des marais, je me vois dans l'obligation d'insister. Je sais seulement ce que je n'ai cessé de vous raconter maintes et maintes fois. Vous me dites que rien dans ces marais ni dans leurs environs ne correspond au décor de cet effroyable incident. Je vous réponds, je ne sais que ce que j'ai vu. Et même s'il s'agissait d'une hallucination ou d'un cauchemar, ce que je souhaite de tout mon cœur, je ne me rappelle rien d'autre de ce qui s'est produit au cours de ces heures éprouvantes, lorsque nous nous fûmes éloignés de la vue des hommes. Quant à la raison pour laquelle Harley Warren n'est pas revenu, seul lui ou son ombre, ou quelque abomination que je ne saurais décrire, peuvent la fournir. Comme je l'ai déjà expliqué, les étranges recherches d'Harley Warren m'étaient d'autant mieux connues que j'y ai participé jusqu'à un certain point. Sans compter que, de son immense collection de livres rares et étranges traitant de sujets interdits, j'ai lu tous ceux qui étaient rédigés dans les langues que je connais, même s'ils sont nettement moins nombreux que ceux écrits dans des langues que je ne comprends pas. La plupart, je crois, sont en arabe. Mais le livre d'inspiration démoniaque qui fut à l'origine de ce drame, ce même livre que, dans sa poche, il emporta hors du monde, était écrit en caractères que je n'avais jamais vus ailleurs. Warren n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit à son sujet. Quant à la nature de nos recherches, combien de fois devrais-je répéter que je n'en conserve aucun souvenir précis ? Il me semble que c'est plutôt une chance, car il s'agissait de recherches effroyables, auxquelles je me suis livré malgré la répugnance qu'elles m'inspiraient, plus par fascination que parce qu'elles correspondaient à ce que j'aimais. J'ai toujours été sous l'emprise de Warren. Il m'est même arrivé de le craindre. Je me rappelle encore les frissons de terreur que j'ai éprouvés à la vue des traits de son visage lorsque, la nuit précédant cet horrible incident, il s'est lancé dans une longue diatribe pour m'expliquer sa théorie selon laquelle certains corps ne pourrissent jamais, mais restent en parfait état alors qu'ils ont été enterrés depuis plus d'1 millier d'années. Mais je n'ai plus peur de lui maintenant, parce que je crains qu'il n'ait subi des horreurs qui dépassent mon entendement. Maintenant, c'est pour lui que j'ai peur. Encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous cherchions cette nuit-là. Cela devait certainement avoir un rapport avec le livre que Warren portait sur lui, ce livre ancien aux caractères indéchiffrables qu'il avait reçu d'Inde 1 mois auparavant. Mais je vous jure que je ne sais pas ce que nous nous attendions à trouver. Votre témoin dit qu'il nous a vus à 23h30 sur la route de Gainesville, marcher vers le marais du Grand Cyprès. C'est probablement vrai, mais je n'en garde aucun souvenir précis. Mon âme ne conserve, gravé à tout jamais, que le souvenir d'une seule et unique scène, qui a dû se produire longtemps après minuit, car un pâle croissant de lune vaporeux se découpait au plus haut du firmament. Je me souviens d'un ancien cimetière, si vieux que je tremblais tellement étaient nombreux les signes témoignant de son extrême antiquité. Il était situé dans une dépression de terrain profonde et humide qui disparaissait sous un tapis d'herbes hautes et touffues, de mousse et d'étranges mauvaises herbes qui serpentaient au ras du sol. Il y planait une puanteur indéfinissable que ma folle imagination associa bizarrement à celle de la pierre pourrissante.
Autour de nous, tout n'était qu'abandon et décrépitude, et je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'idée que Warren et moi étions les premières créatures vivantes à nous aventurer au sein de ce silence de mort multiséculaire. Juste au-dessus du bord de cette dépression, derrière un épais rideau de vapeur fétide qui semblait sourdre de mystérieuses catacombes, luisait un croissant de lune déclinante. À la lumière de ces faibles rayons tremblotants, je distinguais un hideux cortège d'antiques pierres tombales, urnes, cénotaphes et façades de mausolées. Ces ruines moussues, tachées par l'humidité, étaient à moitié cachées par l'opulente luxuriance de la végétation malsaine. Le premier souvenir précis que je conserve de ma propre présence au sein de cette affreuse nécropole est celui de Warren et moi, nous arrêtant devant une certaine sépulture à moitié éboulée pour déposer à terre une partie du fardeau que nous avions, il faut croire, emporté. Je remarquai alors que j'avais une torche électrique et 2 bêches, tandis que mon camarade était équipé lui aussi d'une torche, ainsi que des divers éléments d'un téléphone de campagne. Pas un mot ne fut prononcé, car nous savions l'un et l'autre quel était cet endroit et ce que nous avions à y faire. Sans perdre un seul instant, nous empoignâmes nos bêches et commençâmes à débarrasser l'archaïque sépulcre de toutes les mauvaises herbes, des amas de terre et de la végétation qui le recouvraient. Après en avoir dégagé la surface, constituée de 3 immenses dalles de granit, nous reculâmes de quelques pas pour l'observer. Warren parut alors se livrer à une série de calculs mentaux. Puis il revint auprès de la sépulture et, se servant de sa bêche comme d'un pied de biche, s'efforça de soulever la dalle de granit la plus proche d'un amoncellement de pierres qui avait dû être autrefois un monument. Il n'y arriva pas et me fit signe de venir l'aider. Finalement, en unissant nos forces, nous parvînmes à déceler la dalle, puis à la soulever et à la faire basculer sur le côté. La dalle, une fois enlevée, apparut une sombre ouverture par où s'exhalèrent des gaz nauséabonds, si écœurants que nous fîmes un bond en arrière, horrifiés. Mais après avoir attendu un peu, nous nous rapprochâmes de la fosse et trouvâmes les effluves moins insoutenables. Nos torches dévoilèrent le sommet d'un escalier de pierre, aux murs humides et salpêtrés, où suintaient je ne sais quelles humeurs provenant des entrailles de la terre. C'est là que, pour la première fois, ma mémoire conserve le souvenir de paroles prononcées, celle que Warren finit par m'adresser de sa douce voix de ténor, une voix étonnamment peu affectée par ces lieux impressionnants. « Désolé, mais je dois vous demander de rester à la surface, dit-il. Il serait criminel de laisser descendre là-dessous quelqu'un doté de nerfs aussi fragiles que les vôtres. Vous ne pouvez imaginer, même à partir de ce que vous avez lu et de ce que je vous ai dit, les choses que je vais devoir accomplir et contempler. Tout cela relève du démoniaque, Carter. Et je doute qu'un homme dépourvu de nerfs d'acier puisse assister à tout cela d'un bout à l'autre et en revenir vivant et sain d'esprit. Je ne souhaite pas vous offenser, et Dieu sait que je serai content que vous m'accompagniez. Mais d'une certaine façon, c'est moi qui suis en charge de cette opération. Et je n'ai aucune envie d'entraîner une boule de nerfs comme vous tout en bas, vers ce qui risque de se terminer par la mort ou par la folie. Je vous le dis, vous ne pouvez imaginer à quoi tout cela ressemble vraiment. Mais je vous promets de vous tenir informé de chacun de mes mouvements grâce à ce téléphone. Vous voyez que j'ai assez de fil pour aller jusqu'au centre de la Terre et en revenir. J'entends encore dans ma mémoire ces paroles prononcées d'une voix calme, et je n'ai pas oublié mes protestations. Apparemment, j'étais terriblement désireux de suivre mon ami dans ces profondeurs sépulcrales. Pourtant, il se montrait aussi têtu qu'une mule. Il menaça même d'abandonner l'expédition si je persistais à vouloir l'accompagner, menace qui s'avéra efficace dans la mesure où lui seul détenait la clé permettant d'accéder à la chose. Je me souviens encore de tout cela, même si je ne sais plus en quoi consistait la chose que nous cherchions. Après que j'eus accepté à contre-cœur d'obéir à ses ordres, Warren ramassa la bobine de fil et régla les instruments. Lorsqu'il me fit un signe de tête, je pris l'une des extrémités du câble et partis m'asseoir sur une vieille pierre tombale décolorée, juste à côté de l'ouverture récemment pratiquée. Alors, il me serra la main, passa le rouleau de fil sur son épaule et disparut dans cet indescriptible ossuaire. Pendant 1 minute, je pus continuer à voir l'éclat de sa torche et à entendre les bruissements du fil au fur et à mesure qu'il le posait à terre derrière lui. Mais bientôt, l'éclat disparut d'un seul coup, comme s'il venait de franchir un coude dans l'escalier de pierre. Les bruits moururent peu après. J'étais seul.
et cependant relié aux profondeurs inconnues par ce câble magique dont la surface gainée brillait d'une lueur verte sous les rayons batailleurs du croissant de lune. En proie à l'anxiété, je gardais l'oreille posée sur l'écouteur du téléphone, sans cesser de consulter ma montre à la lumière de ma torche électrique. Pendant plus d'un quart d'heure, je n'entendis rien. Puis l'instrument émit un faible cliquettement et j'appelai mon ami d'une voix tendue. J'avais beau m'attendre au pire, je n'en fus pas moins surpris par les mots qui remontèrent de ce mystérieux souterrain. Jamais Harley Warren ne m'avait parlé d'une voix aussi tremblante et angoissée. Lui qui était si calme quand il m'avait laissé peu auparavant, s'adressait maintenant à moi, depuis les profondeurs, d'une voix faible et chevrotante, encore plus effrayante que le plus terrible des hurlements. Mon Dieu, si vous pouviez voir ce que je vois. J'étais incapable de répondre. Sans voix, je ne pouvais qu'attendre. Puis de nouveau ces paroles, sur un ton délirant. Carter, c'est terrible, monstrueux, incroyable. Cette fois, je recouvrais l'usage de la parole et lâchais dans le transmetteur un flot de questions angoissées. Terrifié, je ne cessais de répéter « Warren, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Une fois encore, la voix de mon ami me parvint, enrouée par la peur et comme teintée de désespoir. Je ne peux pas vous le dire, Carter. Ça dépasse l'entendement, vraiment trop. Je n'ose vous le dire. Personne ne peut vivre en sachant ça. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais rêvé une chose pareille. De nouveau le silence, uniquement troublé par mon torrent, à présent incohérent, de questions paniquées. Puis la voix de Warren, en proie à une stupéfaction encore plus terrifiée. « Carter, pour l'amour du ciel, remettez la dalle en place et tirez-vous d'ici tant que vous le pouvez. Laissez tout tomber et barrez-vous de là. C'est votre seule chance. Faites ce que je vous dis, ne me demandez pas d'explication. » J'avais beau l'entendre, je ne pouvais m'empêcher de lui répéter frénétiquement mes questions. Autour de moi, les tombes, les ténèbres et les ombres. Au-dessous de moi, un danger dépassant l'imagination humaine. Toutefois, mon ami était bien plus en danger que moi, et malgré ma peur, je lui en voulais un peu de me penser capable de l'abandonner dans de telles circonstances. D'autres cliquettements, puis, après une pause, ces pitoyables cris de Warren. « Tirez-vous! Pour l'amour du ciel, Carter, remettez la dalle en place et cassez-vous !» Quelque chose, dans le parler adolescent de mon camarade visiblement saisi d'effroi, me rendit mes facultés. Je pris une décision et la lui criai « Warren, tenez bon! Je descends !» Mais à cette proposition, la voix de mon interlocuteur se mua en un épouvantable hurlement de désespoir. « Surtout pas! Vous ne pouvez pas comprendre. Il est trop tard. Et c'est ma faute. Remettez la dalle en place et tirez-vous de là. À présent, il n'y a rien que vous, qui que ce soit d'autre, puissiez faire. » Sa voix se modifia une fois encore pour se faire presque douce, comme désespérément résignée, ce qui ne l'empêchait pas de vibrer encore du souci qu'il se faisait pour moi. Vite, avant qu'il soit trop tard. J'essayais de ne pas l'écouter, tentais de briser les chaînes qui me paralysaient et m'empêchaient de tenir ma promesse de descendre l'aider. Mais son murmure suivant me trouva toujours inerte, enchaîné par une épouvante sans borne. Carter, vite. C'est inutile. Vous devez partir. Mieux vaut un que deux. La dalle. Une pause, d'autres cliquetis, et puis la voix faible de Warren. C'est bientôt terminé maintenant. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Condamnez ces putains de marches et sauvez-vous. Vous perdez du temps. Adieu, Carter. Je ne vous reverrai jamais. À cet instant, le murmure de Warren enfla pour se transformer en cri qui peu à peu s'amplifia pour se changer en un hurlement chargé d'une horreur surgie du fond des temps. Maudites soient ces choses infernales. Légion. Mon Dieu. Tirez-vous. 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 Puis ce fut le silence. J'ignore combien d'éternités je restai assis là, stupéfait, murmurant, marmonnant, appelant, criant, hurlant dans ce téléphone. Inlassablement, pendant toutes ces éternités, je murmurais
marmonnait, appelait, criait et hurlait. « Warren! Warren! Répondez-moi! Vous êtes là !» Jusqu'à ce que me parvienne le summum de l'horreur. Une chose incroyable, impensable, à peine formulable. J'ai dit que plusieurs éternités semblaient s'être écoulées depuis que Warren avait hurlé sa dernière mise en garde désespérée, et qu'à présent, seuls mes cris brisaient ce silence épouvantable. Mais après un certain temps, il y eut un nouveau cliquettement dans l'appareil, et je tendis l'oreille pour écouter. Une fois encore, je demandai « Warren, vous êtes là ?» Ce qui me répondit est la chose qui a fait tomber ce nuage sur mon esprit. Je n'essayerai pas, messieurs, d'expliquer cette chose, cette voix. De même que je ne me risquerai pas à vous la décrire en détail, dans la mesure où elle m'ôta la raison dès ses premiers mots et me plongea dans une sorte de vide mental qui dura jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Oserais-je dire que la voix était profonde, creuse, gélatineuse, lointaine, supraterrestre, inhumaine, désincarnée? Que dire? C'était la fin de mon expérience, et c'est la fin de mon histoire. Je l'ai entendu, et ce fut la fin de tout. Entendu alors que j'étais assis, pétrifié dans ce cimetière inconnu, au creux de cette dépression de terrain, parmi les pierres croulantes et les tombes en ruine, la végétation luxuriante et les vapeurs méphitiques. Entendu surgir des plus insondables profondeurs de ce maudit tombeau ouvert, alors que je regardais des ombres amorphes et nécrophages danser sous une infernale lune déclinante. Voici ce que cette chose me dit. « Espèce de crétin, Warren est mort !»